Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du monde, version Moyen-Orient, pour ce jeudi, le 4 mai 2023. Nous commençons notre sélection avec ce compte rendu. Les différentes forces politiques ont été invitées à rejoindre hier la session inaugurale du dialogue national. Ont participé à cette session le coordinateur général du dialogue national d'Arachwan et les représentants de 105 partis politiques, de 25 syndicats professionnels, de syndicats ouvriers, des ONG, des personnalités publiques, des experts et des responsables gouvernementaux. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, a prononcé une allocution enregistrée où il a salué tous les participants au dialogue national, appelant à faire un effort pour analyser les problèmes et trouver des solutions. Et pour plus de détails, voici un compte rendu signé Salih Ahmed et Aïcha. Le coordinateur général du dialogue national d'Arachwan est parmi les participants. Figurent les représentants de 105 partis politiques, de 25 syndicats professionnels, des syndicats ouvriers, des ONG, des personnalités publiques, des experts et des responsables gouvernementaux. Selon le secrétaire général du dialogue national, Mahmoud Fawzi, le conseil d'administration a aussi invité 16 figures, dont des politiciens, des intellectuels, des militants des droits de l'homme, des stars de cinéma et des universitaires, à rejoindre les comités du dialogue. Au sujet du système de gestion des sessions, il a fait savoir que le dialogue consiste en plusieurs sessions organisées simultanément au moins 3 fois par semaine. Une journée consacrée à l'axe politique, une à l'axe économique et une à l'axe social. Les 19 membres du conseil d'administration devront déterminer les sujets et finaliseront les calendriers des débats qui auront lieu lors de chaque session du dialogue. Chaque session regroupe environ 30 participants qui seront choisis avant le débat. Les rapporteurs et les rapporteurs adjoints seront chargés de diriger les débats et de veiller à ce que tous respectent les règles de procédure et les codes de conduite. Les forces politiques et syndicales ont aussi fixé leurs priorités. Nous espérons que les résultats du dialogue serviront à long terme les intérêts politiques et économiques du pays, s'exprime Yasser El-Houdaibi, porte-parole du Parti libéral du Néo-Wafd, soulignant que son parti présentera un programme qui favorise une plus grande ouverture politique avec des propositions sur l'amendement des lois électorales, la détention provisoire et l'exercice des droits politiques. Quant au parti de gauche du Rassemblement, son chef, Sayed Abdelael, estime qu'à l'heure de la crise économique qui pèse sur l'Égypte comme sur d'autres pays, il est nécessaire de revoir la performance de la politique économique. Sur le volet politique, il indique que son parti veut que les lois sur les élections et les partis politiques soient modifiées de façon à aider les partis d'opposition à devenir plus actifs et mieux représentés au Parlement. Un souci partagé par le mouvement civil, un bloc comprenant 6 partis d'opposition. Khalid Zahran, président du Parti social-démocrate, indique que le mouvement civil a soumis une liste de réformes proposant notamment des amendements accordant plus de liberté aux médias et à la presse et modifiant les conditions de détention provisoire. Le député Gamal Fouel, membre du Conseil des députés, a quant à lui déclaré que le dialogue national a jusqu'à présent reçu plus de 100 000 propositions de divers citoyens et de diverses forces politiques. Pour sa part, le député Tarek El-Khouli a souligné que les Égyptiens espèrent qu'il s'agira d'une feuille de route qui sortira l'Égypte de ses maux, surtout que le pays est confronté aux répercussions de la crise économique mondiale. Le président Abdel Fattah el-Sisi a prononcé une allocution enregistrée où il a apprécié le rassemblement pour le dialogue et l'échange des visions dans l'intérêt de la patrie. Il a salué tous les participants au dialogue national et appelé à faire un effort pour analyser les problèmes et trouver des solutions. Il a déclaré que son appel au dialogue national lancé lors de l'iftar de la famille égyptienne vient de sa ferme conviction que la nation égyptienne possède des capacités qui lui permettent d'avoir plusieurs alternatives pour trouver des voies du progrès dans tous les domaines, politiquement, économiquement et socialement. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Ghaffar, qui est analyste politique et expert en économie. Bonjour Dr Raouf. Santé. Bonjour. Bonjour. Quand on parle de ce dialogue national et de la session inaugurale hier, on parle de 3 journées centrées sur 3 axes, un axe politique, un axe économique et un axe social. Alors, qu'est-ce que nous attendons au juste comme résultat de ce dialogue national? Nous avons de grandes
aspirations, de grands rêves à propos des résultats de ce dialogue tout le monde est inclus, c'est-à-dire tous les Égyptiens, sans exception, participent dans ce dialogue, comme vous l'avez dit dans votre rapport, qui va placer une carte de route pour l'avenir de l'Égypte. Donc on parle de tout, politique, économie, sociale, etc. C'est un dialogue qui a été attendu depuis longtemps et tout le monde va dire son opinion. Vous avez dit des personnalités, des partis, des hommes d'affaires, c'est-à-dire des étudiants. Tout le monde est là. Tout le monde va dire ce qu'il pense pour le futur meilleur pour l'Égypte. Et comme je viens de dire, nous espérons bien que nous aboutissons à des solutions pour nos problèmes internes et externes. Et nous dessinons une très belle carte pour l'avenir de l'Égypte. Alors, attendu, soi-disant, une feuille de route pour une recette pour contrer les problèmes actuels intérieurement. Absolument. C'est-à-dire, le monde, voilà, il y a des événements, il y a des crises partout dans le monde. Mais en principe, nous allons traiter certainement, vu les ordres du jour, mais généralement, on parle du futur de notre pays. Tout le monde est là, tout le monde aime son pays et veut le mieux. Donc, on va discuter pour le mieux de notre pays avec tout ce qui arrive autour de nous, extérieurement et intérieurement. Parfait, Dr Aouga Farountuna, vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes expert en économie et analyse politique. Et nous enchaînons avec cette information, chers téléspectateurs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu hier le ministre yéménite de la Défense, Mohsen Ad-Dari, en présence du ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, et de l'ambassadeur du Yémen au Caire. Au cours de la réunion, le président Sisi a affirmé le plein soutien fraternel de l'Égypte au Yémen en maintenant les efforts visant à parvenir à une solution politique de la crise d'une manière qui réalise les intérêts du peuple frère yéménite à différents niveaux en l'aidant à surmonter tous les défis pour atteindre le rétablissement de la sécurité, de la stabilité et à s'engager sur la voie du développement. Le ministre yéménite de la Défense a pour sa part affirmé la grande appréciation pour les relations historiques entre les deux pays frères et les efforts égyptiens en faveur de la stabilité au Yémen, exprimant l'aspiration à renforcer les cadres de coopération bilatérale conjointe dans le cadre du rôle central de l'Égypte à promouvoir la solidarité et l'intégrité arabe. Et alors que les combats font rage autour de la capitale soudanaise, le pays est près de sombrer, alors que les infrastructures d'eau et d'électricité sont dévastées par les combats. Le secteur de la santé est lui aussi durement touché. Les pénuries de médicaments se font ressentir dans tout le pays et la plupart des hôpitaux de la capitale ne fonctionnent plus. Le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, présent dans le pays depuis 1978, a réorganisé et déplacé ses équipes sur le terrain qui ont du mal à travailler dans des conditions normales. Ainsi, un chargement de 8 tonnes de secours humanitaire qui comprend du matériel médical destiné à aider les hôpitaux locaux et les volontaires du Croissant Rouge soudanais à soigner les personnes blessées lors des combats est arrivé dimanche à Port-Soudan depuis Amman en Jordanie. Et pourtant, il est impossible de débloquer et de distribuer la cargaison. Je cite, « Jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes toujours pas en position de continuer l'opération, soit de distribuer, de canaliser et d'envoyer ces ressources additionnelles vers les cités et les localisations les plus affectées. » Fin de citation.
Pour le moment, nous n'avons pas la capacité de donner des informations au sujet des transferts de ces équipements, notamment à cause de la situation sécuritaire qui reste imprévisible. C'est ce qu'a déclaré la porte-parole du CICR pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Pour que nous puissions, ces obligations plutôt consistent à prendre toutes les préoccupations possibles pour protéger la vie des civils, mais aussi l'infrastructure vitale pour la survie des civils et le travail humanitaire, et fournir les garanties de sécurité nécessaires afin que les acteurs humanitaires puissent faire leur travail en sécurité, explique la porte-parole. Et le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmad Aboul-Gheit, a confirmé mardi l'intérêt de la Ligue de réaliser la stabilité au Soudan et la protection de son peuple et ses capacités et de ses institutions, et ce lors de la réunion du Conseil de la Ligue arabe au niveau des délégués. Lors d'un entretien avec M. Aboul-Gheit, l'envoyé du président du Conseil de souveraineté au Soudan, l'ambassadeur Dafallah Haj Ali, lui a transmis un message du chef du Conseil de souveraineté sur la situation au Soudan et les défis auxquels les forces soudanaises sont confrontées, y compris l'instauration de la sécurité et le rétablissement du contrôle, notamment à la capitale Khartoum. Et une réunion consultative sur la Syrie a réuni lundi à Amman les chefs de diplomatie des pays de la région pour discuter des moyens de faciliter le retour des réfugiés syriens des pays voisins et de rétablir le contrôle de l'État. Je cite, « Le retour volontaire et sécurisé des réfugiés syriens dans leur pays est une priorité absolue, selon le communiqué final de cette rencontre à laquelle ont pris part les ministres des Affaires étrangères de la Syrie, de la Jordanie, de l'Arabie saoudite, de l'Irak et de l'Égypte. Selon le communiqué, des mesures doivent être prises immédiatement pour permettre ce retour et une coopération renforcée entre la Syrie et les pays d'accueil des réfugiés et les Nations Unies est nécessaire pour organiser les opérations de retour volontaire. Selon l'ONU, quelques 5,5 millions de réfugiés syriens sont enregistrés au Liban, en Jordanie, en Turquie, en Irak et en Égypte. Le gouvernement de Damas devrait améliorer les services publics dans les zones de retour selon les participants qui ont exprimé leur soutien à la Syrie et ses institutions dans tous les efforts légitimes visant à rétablir son contrôle sur son territoire, à faire respecter l'état de droit et à mettre terme à la présence de groupes armés et terroristes et aux ingérences extérieures. La réunion a mis l'accent sur l'aspect humanitaire et les mesures permettant d'atténuer la souffrance du peuple syrien frère. C'est ce qu'a déclaré le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi. La guerre en Syrie a fait environ un demi-million de morts et près de la moitié des Syriens sont désormais des réfugiés ou des déplacés à l'intérieur de leur pays et des pans du territoire échappent encore au contrôle du gouvernement. Et une trêve est entrée en vigueur hier après 24 heures d'échanges de tirs entre des groupes armés de Gaza et Israël qui ont coûté la vie à un Palestinien et une flambée de violences consécutives à la mort d'un détenu palestinien en grève de la faim. Khader Adnan, un responsable du djihad qui observait une grève de la faim depuis près de 3 mois dans une prison israélienne, est décédé mardi, entraînant cette montée de tension. Le Qatar et l'ONU, autres médiateurs traditionnels avec l'Égypte entre Palestiniens et Israéliens, sont aussi intervenus pour obtenir un retour au calme à partir de 1h GMT. C'est ce qu'ont déclaré les sources du djihad et du Hamas. La mort de Adnan a été annoncée mardi matin, mais sa dépouille n'a toujours pas été remise à ses proches. Originaire de la Cisjordanie occupée, ce quadrigénaire avait entamé une grève de la faim dès son incarcération le 5 février. Il est devenu le premier détenu palestinien à en mourir, d'après le club des prisonniers palestiniens. Et le président iranien, Ebrahim Raïssi, est arrivé hier à Damas, première visite d'un chef d'État iranien
depuis le début de la guerre en 2011 en Syrie, pays soutenu fermement par Téhéran dans un contexte de réchauffement diplomatique dans la région. Accompagné par une grande délégation ministérielle politique et économique pour cette visite de 2 jours, M. Raïssi devra avoir des discussions avec le président syrien Bachar al-Assad, suivi de la signature de plusieurs accords. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse syrienne Sana. Attirer des capitaux pour financer la reconstruction du pays aux infrastructures ravagées est une priorité pour le gouvernement depuis que ses forces ont reconquis la plupart des territoires perdus au début de la guerre. Le porte-parole du gouvernement iranien a affirmé que ce voyage à l'invitation du président Assad revêtait une importance stratégique pour les deux pays et que son objectif était d'ordre économique. M. Raïssi doit discuter des relations bilatérales, des questions économiques et politiques et des développements positifs sur le plan diplomatique régional, selon l'agence Sana. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de Autour du monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Au revoir.